En 1952, quand il décide de développer un prototype de long courrier à réaction, Boeing prend un risque énorme. En cas d'échec, il aurait pu disparaître. Le 707 sera finalement l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'aviation commerciale. C'est le 15 mai 1954 que le Boeing 367-80, devenu célèbre sous le nom de Dash 80, ce qui veut dire tiret 80, est dévoilé. L'intérêt soulevé par ce projet est surprenant après l'expérience malheureuse des Britanniques avec le Comet de Havilland, lui aussi un appareil à réaction. Tous ceux qui étaient là savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'important, mais ils n'étaient certainement pas très nombreux à imaginer que l'appareil qu'on leur présentait serait l'un des plus importants jamais construits. Le Dash 80 était un prototype unique pour tester la validité du concept d'un long courrier civil à réaction. Le bureau d'études de Boeing s'est appuyé sur son expérience des bombardiers à réaction, mais a conçu un appareil totalement nouveau. Sa voilure était entièrement nouvelle. Elle était en flèche à 35 degrés comme les avions militaires, mais beaucoup plus rigide. Les volets étaient en plusieurs parties pour ne pas perturber l'échappement des réacteurs. Il y avait deux sortes d'ailerons différents, les uns utilisables en vitesse de croisière, les autres à l'atterrissage et au décollage. Le Dash 80 avait un train d'atterrissage tricycle, deux groupes de roues principales qui s'escamotaient dans son fuselage, plus un diabolo avant. Il était propulsé par 4 turboréacteurs JT3 de Pratt & Whitney montés dans des nacelles séparées et suspendus en avant. Ces moteurs étaient les équivalents civils de ceux du B-52. Leur installation séparée favorisait une meilleure répartition des masses et facilitait leur entretien. Des panneaux articulés donnaient un bon accès au moteur tout entier. Les essais de roulage au sol ont commencé presque tout de suite. Mais le 22 mai, il y a une rupture de son train gauche. Sa structure n'est que légèrement endommagée, mais les réparations ont retardé ses essais de 6 semaines. Le Dash 80 faisait 38 mètres de long pour une envergure de 39 mètres. Dans son cockpit, il y avait de la place pour un pilote, un copilote et un navigateur. Les sièges passagers n'avaient pas été installés. C'était un prototype expérimental, donc rudimentaire. L'intérieur de son fuselage était pratiquement nu et il n'avait que quelques hublots. Son développement, qui avait pris 2 ans, s'était fait dans le plus grand secret. Boeing savait exactement ce qu'il en attendait. C'est Tex Johnson, le vétéran des pilotes d'essai de Boeing, qui a été désigné pour prendre les commandes du Dash 80 pour son premier vol, le 15 juillet 1954. Tous les espoirs de Boeing reposaient sur cet équipage qui effectue sa checklist. Le marché potentiel, aussi bien civil que militaire de cet appareil, était gigantesque. Mais Boeing s'est conduit d'une façon très prudente. Il ne s'est pas précipité pour attaquer le marché civil, car à cette époque, ni les compagnies aériennes ni les passagers n'étaient tout à fait prêts à voyager en jet. En plus, Boeing croulait sous des commandes de bombardiers. Le Dash 80 a permis à Boeing de se lancer dans le marché des appareils civils en ayant une longueur d'avance sur ses concurrents.
La décision de fabriquer l'avion est prise par le conseil d'administration de Boeing le 22 avril 1952. Il était persuadé que l'US Air Force allait avoir besoin d'un appareil de transport à réaction et qu'un tel appareil pourrait aussi donner lieu à une version civile. Avec ses 4 réacteurs, le Dash 80 décolle après seulement 630 mètres de roulage. Johnson a raconté après que l'avion était prêt à monter comme une fusée, mais qu'il avait dû diminuer les gaz pour respecter les limites de vitesse prévues pour ce premier vol. Il s'est déroulé sans problème et n'a duré qu'1 h 24 minutes. Les 8 journées suivantes, il volera au total 15 h et 46 minutes. Les chasseurs et les bombardiers à réaction étaient obligés, à cause de leur performance, de ralentir et de perdre de l'altitude pour se ravitailler en vol, car les appareils ravitailleurs n'avaient que des moteurs à piston. L'US Air Force n'a pas mis longtemps à s'apercevoir que le Dash 80 pouvait faire un très bon appareil ravitailleur. Le ravitaillement en vol avait pris beaucoup d'importance, en particulier avec la multiplication des appareils à réaction pendant la guerre de Corée. Les appareils ravitailleurs utilisés à cette époque étaient inadaptés. L'Air Force avait besoin d'un ravitailleur à réaction. Le Dash 80 arrivait à point. Boeing a reçu de l'US Air Force une commande de 29 appareils 3 semaines seulement après le premier vol d'essai du Dash 80 et sans qu'il ait été testé comme ravitailleur. Cette commande a remonté le moral de la société car jusqu'à présent sa version civile n'avait pas intéressé grand monde. Le Dash 80 a été très vite équipé d'une nouvelle perche de ravitaillement volante. Les essais de ravitaillement en vol se sont déroulés sans problème. Le Dash 80 a été officiellement baptisé KC-135A le 5 octobre 1954 à l'occasion de la signature officielle de la commande. Cette première commande n'était pas très importante, mais le marché potentiel était considérable. À la fin de 1953, l'US Air Force lance un appel d'offres pour la fourniture au Strategic Air Command d'une flotte d'appareils ravitailleurs à réaction. Il devait servir à rallonger le rayon d'action de ces B-47 et de ces B-52. 6 constructeurs ont été retenus. L'US Air Force avait en fait besoin de 800 appareils ravitailleurs. Pour Boeing, l'enjeu était colossal. La production en série du KC-135A a commencé à l'usine Boeing de Renton, alors que le Dash 80 poursuivait ses essais. Personne n'imaginait à cette époque que ces chaînes de production allaient fonctionner pendant plus de 10 ans. Au total, 732 KC-135A seront fabriqués. Les versions A étaient équipées de turboréacteurs Pratt & Whitney J57 améliorés. Avec leurs 21 réservoirs, leur capacité en carburant était énorme. Le KC-135 pouvait aussi transporter 160 hommes de troupes ou près de 40 tonnes de fret. Stratégiquement, les régions polaires sont très importantes. Une version spéciale sera réalisée pour opérer dans ces zones. L'équipage pouvait vivre à son bord pendant des semaines sans aucune aide extérieure. Il y avait un quartier d'équipage, des couchettes et un compartiment pour le stockage de la nourriture. Le premier KC-135 Stratotanker de série sort de l'usine de Renton le 18 juillet 1956. Le KC-135 est très proche du Dash 80. Il a les mêmes dimensions. Son premier vol a lieu le 31 août 1956.
Le Stratotanker n'a pas de hublot et dispose d'un poste pour l'opérateur de la perche de ravitaillement. Elle est suspendue à l'arrière, sous le fuselage, et elle est prévue pour fonctionner à grande vitesse. Le KC-135, un appareil militaire, avait des performances et des normes de sécurité différentes de celles exigées par les autorités civiles. Ces turboréacteurs J-57 avaient une injection d'eau qui les rendait extrêmement bruyants et leur faisait dégager une fumée noire au décollage. Avec plus de 140 tonnes, il avait aussi besoin de plus de 4000 mètres pour décoller, une distance inacceptable en utilisation civile. Sa version civile sera réalisée avec un alliage métallique différent. Sa perche volante est une invention Boeing. Elle est constituée de 9 mètres de tubes télescopiques qui peuvent s'allonger jusqu'à 15 mètres. Son accouplage est contrôlé au départ de l'avion ravitailleur par un opérateur. Le carburant est injecté dans l'avion ravitaillé par un régulateur de pression et à travers toute une série de valves. Les perches standards ont été remplacées par des modèles spéciaux pour ravitailler des avions très rapides tels que le SR-71 Blackbird. La commande de l'US Air Force a donné à Boeing la confiance et la garantie financière dont il avait besoin pour poursuivre son offensive commerciale sur le marché civil. La Pan Am a été le premier acheteur de Boeing 707 avec une commande de 20 exemplaires en octobre 1955. Mais Boeing a été très irrité car le même jour, Pan Am a aussi commandé 20 Douglas DC-8 qui pourtant ne pouvaient pas être prêts avant 3 ans. Le premier vol commercial d'un 707 s'est déroulé le 26 octobre 1958. L'avion de la Pan Am a transporté 111 passagers entre New York et Paris. Peu de temps après, American Airlines va établir la première liaison régulière par jet Los Angeles-New York. Il ne fallait plus que 4 heures, 2 fois moins de temps pour traverser les États-Unis. En 18 jours, American Airlines va transporter 3720 passagers. Son taux de remplissage était de 99,5%. La présence de portes aux 2 extrémités de la cabine accélérait l'embarquement et le débarquement des passagers. C'était un avantage, mais cela a obligé à transformer complètement les aéroports. Le premier 707 s'appelait 707-120. Il avait été conçu au départ pour les vols intérieurs américains, mais Pan Am l'a pris pour ses vols transatlantiques. Il y avait de la place dans sa cabine pour 121 passagers en première classe ou 179 en classe économique. Quand la version long courrier a été mise en service, la plupart des 120 ont été affectés aux lignes intérieures. Ses équipages, comme ses passagers, ont très vite apprécié son fuselage spacieux et ses performances exceptionnelles. Le 707 avait l'avantage de pouvoir voler au-dessus des perturbations atmosphériques, alors que les avions à hélice étaient souvent obligés de rester dans la couche nuageuse. Les vols étaient plus confortables, plus rapides et beaucoup plus sûrs. Sa cabine pouvait accueillir 2 fois plus de passagers que les vieux Constellations. Cela a rendu le voyage aérien possible pour de plus en plus de monde. Les appareils à réaction ont fait disparaître les avions à hélice, mais aussi les paquebots qui, jusque dans les années 60, étaient plus utilisés pour se déplacer que pour des croisières de vacances. Dire qu'il s'agissait d'une révolution dans les transports était en dessous de la réalité. La concurrence entre le Douglas DC-8, le Convair 880 et des appareils européens a été très dure. Boeing a dû se lancer dans un programme de développement d'avions encore meilleur. Son investissement de départ de 15 millions de dollars a été largement dépassé pour arriver à près de 100 millions. Boeing avait une longueur d'avance avec son 707 qui était déjà fabriqué
Mais Douglas a su attirer des commandes en promettant une capacité de charge plus élevée, un rayon d'action plus important, des moteurs plus puissants et bien d'autres avantages pour les compagnies aériennes comme pour leurs passagers. Au moment où Pan Am et American Airlines mettent en service leur 707-120, une autre version est déjà en cours de développement. Pour répondre à Douglas, Boeing avait en effet besoin d'un 707 avec une capacité supérieure et un plus grand rayon d'action. Ce sera le Boeing 707-320 Intercontinental. Le fuselage de ce 707 a été torturé dans une cuve d'essai hydrostatique. Il a été soumis à un traitement équivalent à 40 ans de vol et 50 000 atterrissages-décollages. Immergé dans la cuve, son fuselage a été volontairement déchiré et la structure a résisté. Le 707-320 effectue son premier vol le 11 janvier 1959. Ces essais sont une telle réussite qu'il est livré 35 jours après à la FAA pour son homologation. Il a affronté ses juges sur la base Edwards en Californie. Il n'avait pas le droit de transporter de passagers avant son homologation. Les pilotes d'essai de la FAA ont examiné dans le détail ses caractéristiques de vol et les techniciens au sol ont évalué le comportement de tous ses composants. L'équipe d'essai le faisait voler aussi bien au ras des arbres qu'à la limite de la stratosphère. Ils l'ont fait voler aussi bien à sa vitesse de décrochage qu'à 1120 km/h. Le 707-320 Intercontinental mesurait 3,60 m de plus que le 120. Son envergure avait été augmentée en proportion. C'était le premier d'une lignée de véritables jets intercontinentaux. Il devait affronter le futur Douglas DC-8. Ces puissants réacteurs Pratt & Whitney JT4 lui permettaient de décoller avec une charge équivalente à 189 passagers. Ces images sont celles d'un des derniers essais auxquels a procédé la FAA. Des réservoirs remplis d'eau et qui pèsent 20 tonnes simulent le poids de 180 passagers. Il y a une charge supplémentaire de 9 tonnes pour arriver à un poids total de 142 tonnes. Le jour prévu pour les essais, les conditions sont idéales pour un décollage à charge maximum. Les gros turboréacteurs parviennent à arracher l'Intercontinental du sol aux 2/3 de la piste. Le 707-320 était disponible en option avec des réacteurs Rolls-Royce Conway MK508. La compagnie anglaise BOAC sera la première à choisir ses moteurs. Pour elle, la décision d'acheter cet avion plutôt qu'un appareil britannique avait été délicate. Pour l'homologuer, les Anglais ont exigé de nombreuses modifications, parmi elles une dérive verticale plus grande et un gouvernail assisté qui sera plus tard incorporé à tous les appareils. Son dernier vol d'essai en conditions réelles d'utilisation sera aussi son premier vol véritablement intercontinental. Il a rejoint Rome, peint aux couleurs de Boeing. William Allen, le président de Boeing, avait de bonnes raisons d'avoir le sourire. Après avoir décollé de Seattle, il a pris la direction du nord-est. Il a survolé le Canada, le Groenland, l'Écosse et l'Allemagne. Tout au long de ce voyage, il a volé à Mach 0,78 et à une altitude maximum de 11 700 mètres. Ce vol jusqu'à Rome n'aura duré que 11 heures et 6 minutes. Ce voyage était le plus long jamais réalisé par un avion de ligne à réaction. Le lendemain, il ira à Paris, Francfort et Bruxelles avant de passer la nuit à Heathrow.
Il est homologué par la FAA le 23 septembre 1958. La révolution des transports pouvait continuer. Fin 58, des appareils sont en fabrication à Renton pour des compagnies aériennes de 11 pays différents. Parallèlement à la construction des différentes versions du 707 standard, les chaînes étaient modifiées pour produire l'Intercontinental et encore un autre modèle suffisamment différent de l'Intercontinental pour mériter un autre nom. Ce sera le 720. Les différentes versions sont assemblées les unes à côté des autres. Les logos des compagnies aériennes permettent de deviner de quelle version il s'agit. Pour South African Airlines, tout comme pour Varig, c'était des Intercontinental 320. Cet appareil de la Lufthansa est équipé de turboréacteurs Rolls-Royce. Cette version a eu beaucoup de succès et Boeing l'a commercialisé sous le nom de 707-420. Le 100e 707 fabriqué est un 707-420 pour Air India. Fin 59, United Airlines reçoit des 720 moyens courriers. Il y en aura au total 150 exemplaires en deux versions différentes. Les appareils de la Lufthansa rentraient en Allemagne dans un temps record. La Sabena a ouvert des lignes sur l'Afrique et la Russie. Le 720 a été chronométré à Mach 0,9 comme promis par les ingénieurs. Un Intercontinental équipé de moteurs Rolls-Royce a effectué pour la BOAC un vol historique, la première liaison transpacifique sans escale entre Seattle et Tokyo. Air France met le 320 en service sur ses lignes transatlantiques. Braniff utilise une version spéciale tropicalisée. Le succès de ce nouveau jet était tel que les compagnies aériennes ont commencé par ne proposer que des sièges de première classe. Pour la seule première année, il y aura plus de 2 millions de passagers. Qantas, la compagnie australienne, a ouvert une ligne entre Sydney et San Francisco. C'est une de ces nouvelles routes que les compagnies aériennes ont pu ouvrir grâce au nouveau Boeing. Malgré des pressions considérables pour acheter anglais, Qantas a choisi le 707-120. Boeing avait spécialement étudié pour Qantas cette version à fuselage raccourci, à qui les pistes très courtes de l'aéroport de Sydney et de celles de ses destinations dans le Pacifique suffisaient. Pour Qantas, en raison de la longueur de ses lignes, les performances sont plus importantes que le nombre de passagers. La capacité moindre de cette version était largement compensée par l'accroissement de son rayon d'action et de sa vitesse. Il n'y aura que 7 appareils de ce type construits. Les passagers de Qantas gagnaient 15 heures sur le trajet États-Unis-Australie. Quand la production des 707 s'est arrêtée en 1979, 917 exemplaires avaient été fabriqués. 19 versions différentes utilisées par 62 compagnies aériennes. Un tiers de ces appareils est encore en service. L'atterrissage d'un C-137A, un 707 de l'US Air Force, à Rome en décembre 1959, est un des symboles de cette nouvelle époque de l'aviation en réaction. Il y a à son bord le président Eisenhower. Son voyage avait pour nom de code Opération Mousson. Il devait visiter 11 pays en 19 jours. Avec un avion à hélice, il lui aurait fallu plus d'un mois. En Turquie, il est accueilli par une foule de 400 000 personnes.
En Inde, il réalise un de ses rêves en visitant le Taj Mahal aux côtés du président Nehru. Quand il se pose à Athènes via Téhéran, le président américain vient de survoler tout l'ancien empire d'Alexandre le Grand en une seule journée. Cette tournée présidentielle le mènera en France, en Espagne et au Maroc avant de le ramener aux États-Unis. Son voyage est un véritable triomphe. Il y a des foules gigantesques à chaque étape. Ce périple est bien plus que diplomatique. C'est le signe que le monde est désormais accessible par un moyen de transport confortable. Pour Boeing, ce voyage est une preuve éclatante des qualités de son 707. Les touristes sauront en profiter après le président Eisenhower. Les militaires disposaient de leur propre version, le C-135, mais l'US Air Force a aussi acheté des 707 civils, dénommés C-137 pour les déplacements des personnalités officielles. Folks, thank you very much indeed for coming out on this cold night to welcome my party and me back home. It's certainly good to be here. Now, I must remind you that this morning we had breakfast in Madrid, lunch in Casablanca, and now we are home at an hour which, by our getting up time, was 5 or 6 o'clock in the morning. So you can realize that this is not a time for a very erudite and informing speech. L'Air Force One rentrera dans l'histoire en ramenant le corps du président Kennedy à Washington après son assassinat. D'autres cellules ont aussi porté le nom d'Air Force One. C'est l'identification radio utilisée quand le président américain est à son bord. Les C-137 étaient sous la responsabilité de l'Air Transport Wing. L'intérieur était luxueux avec seulement 22 sièges. Leur système de navigation et de communication particulier les rendait complètement autonomes. À partir de 1989, les voyages présidentiels ont été assurés par 2 Boeing 747. Comparé au C-137, le C-135 a été construit en grand nombre. Il a servi à beaucoup de choses. Au Vietnam, les C-135 étaient utilisés en une dizaine de versions différentes. Un certain nombre a été transformé pour embarquer des équipements électroniques de renseignement et de communication pour le compte du Strategic Air Command. Les EC-135, qui servaient de poste de commandement volant, ont joué un rôle très important dans la bataille aérienne. Up front, the EC-135 aircraft looks like just about any other C-135 series aircraft in the Air Force inventory. The big difference is in the back. This is the SAC Airborne Command Post known as the Looking Glass. The Airborne Command Post is a scaled-down version of SAC's primary underground command post and has the same basic capabilities. On a day-to-day basis, the underground command post controls SAC's forces around the world, but it would be a primary target for a potential enemy during wartime. If the underground command post is disabled, control of SAC's forces passes to the Airborne Command Post. Its battle staff is trained to manage any counterattack the President may direct and to direct the recovery of returning bomber and tanker forces. There's an Airborne Command Post flying over the Midwest 24 hours a day. Additionally, the Looking Glass aircraft has the capability to launch the Minuteman Missile Force if primary launch control centers are disabled.
Il y a eu au moins 40 appareils transformés en EC-135. Ils ont reçu toutes sortes d'équipements pour des missions très variées. Les avions miroirs ont probablement été les plus importants. Communications is the key element in maintaining command and control of the forces. Looking Glass is equipped with radios covering a wide spectrum of frequencies and includes the Air Force satellite communications system. At the touch of a button, the battle staff can talk to any SAC base around the globe. L'équipage d'un EC-135 miroir est de 16 membres, 5 pour le vol, 10 pour la mission, plus un officier de très haut rang. Attention battle staff, Major General Buckman is on board the aircraft. Ils peuvent rester en l'air indéfiniment. Ils peuvent même être rétro-ravitaillés par des bombardiers du Strategic Air Command. Il y a eu 8 versions différentes d'EC-135 et ils ont fait l'objet de soins tout particuliers. Battery switch. Emergency. Check with ground. Ground pilot, clear on 3. Time, sir. Clear 4.5, number 3. Fire gun pistol. Turning 3. Well, there's certainly been a lot of changes in the Looking Glass as far as the equipment and the performance of the aircraft over the past 21 years. But the basic mission to provide a survival command and control element has not changed. I think the great achievement is that it's been airborne continuously for 21 years, and that's due to a lot of dedicated people. We have outstanding air crews, battle staff, but mainly the people who supported on the ground have allowed this to happen. Primarily the maintenance people. They have to be out here 24 hours a day to ensure that we maintain this record and we can meet our commitment. Le C-135 date du milieu des années 60. Un grand nombre d'exemplaires sont encore en service aujourd'hui. Ils ont à leur palmarès le commandement tactique du raid de 1986 sur la Libye, la confirmation de l'accident de Tchernobyl quand ils ont intercepté des communications soviétiques, et plus récemment, ils ont joué un rôle très important dans la guerre du Golfe. À la fin des années 60, l'US Air Force a commandé à Boeing 2 320 équipés à l'arrière de leur fuselage d'une antenne pivotante de 10 mètres de diamètre. Ces EC-137 sont les premiers AWACS sur base de 707. AWACS veut dire Airborne Warning and Control System. Les AWACS sont à la fois une station radar, un centre de communication et un poste de commandement. Ils sont mobiles, polyvalents, ils résistent au brouillage et ils sont très fiables. Leur capacité de surveillance à très grande distance, quel que soit le temps et n'importe où dans le monde, en font des éléments clés de la défense occidentale. Les AWACS autorisent à considérer le 707 comme un grand avion militaire. À 2 fois la vitesse du son, un avion parcourt 2 mm dans le temps qu'il faut à un rayon laser pour faire 1 km. Au centre de recherche de l'Air Force de Kirkland, dans le Nouveau-Mexique, on a développé un laboratoire volant pour laser. L'avion utilisé est un ancien KC-135. Il se distingue par sa petite bosse au-dessus de son fuselage et par une tourelle rotative à l'avant. Elle fait 1,50 m de haut et pèse environ 2 tonnes. Elle peut pivoter de 90 degrés en 1 seconde. Ce laboratoire volant est sous la responsabilité des 49e et 50e escadrilles d'essai. Les lasers au dioxyde de carbone ont été testés sur tous les matériaux utilisés dans la construction aéronautique pour déterminer leur efficacité. Les mêmes ingénieurs et chercheurs avaient eu auparavant la responsabilité du programme du laser à haute énergie.
Ce laboratoire volant permet aux scientifiques de manipuler les appareils qu'ils ont contribué à concevoir et à construire. Il a aussi fait prendre au 707 des apparences différentes au fil des ans. Depuis le milieu des années 60, l'US Air Force n'a cessé d'améliorer sa flotte d'appareils ravitailleurs KC-135. Étape importante, le remplacement de leurs réacteurs par des nouveaux à double flux, plus économes, plus puissants et à démarrage instantané. Ils étaient 30% plus puissants et consommaient 27% en moins. Leur niveau sonore et leurs émissions de gaz nocifs étaient réduites respectivement de 85 et 90%. Mais cette remotorisation a surtout prolongé leur potentiel d'utilisation. Leur électronique, leurs systèmes hydrauliques et leurs commandes de vol avaient aussi été transformés en même temps que leurs moteurs. Parmi tous ces 135 à bosse, il y en a un certain nombre, des appareils de reconnaissance, qu'on reconnaît à leur nez en forme de dé à coudre. Leurs radars sont particulièrement sensibles. Beaucoup de ces avions ont aussi des hublots spéciaux pour caméras et des antennes supplémentaires de fuselage. Leurs missions de renseignement sont permanentes et de la plus haute importance. Les 8 EC-135N sont encore plus étranges. Leur nez est encore plus déformé car il renferme une antenne radar de 2,10 m. Ces avions ont été transformés et modifiés en 1967. Ils ont joué un rôle capital dans le programme Apollo. Ils volaient par deux et servaient de relais de transmission entre les astronautes et le centre de contrôle à terre. Ils servaient aussi à repérer la position des vaisseaux spatiaux. Au-delà de toutes ces versions plus ou moins délirantes, c'est le KC-135 ravitailleur qui forme le gros des bataillons de C-35. Après leur nouvelle remotorisation de 1980, leurs qualités opérationnelles ont encore été améliorées. Rien qu'en économie de carburant, l'US Air Force a gagné 400 millions de dollars sur son budget annuel. Leur sobriété leur donnait aussi une plus grande capacité de ravitaillement, pour la bonne raison qu'ils consommaient moins de carburant pour eux. Et ils n'ont pas été simplement remotorisés, ils ont aussi subi 33 modifications importantes. Et leur entretien s'en est trouvé simplifié. Il y a dans le monde entier des KC-135 ravitailleurs prêts à décoller 24 heures sur 24, 365 jours par an. À l'occasion du raid sur Tripoli en Libye, avec des bombardiers F-111, les KC-135 ont été utilisés au moins 4 fois à l'aller et 2 au retour. Sans eux, ce raid n'aurait pas été possible car la France et l'Espagne avaient refusé le survol de leur territoire. C'est aussi un EC-135E qui a servi de poste de commandement tactique pendant cette opération. Et c'est un autre C-135, un appareil de reconnaissance qui a rapporté les preuves photographiques de cette mission. Dans le Golfe, pendant l'opération Desert Storm, les KC-135 américains et français ont été les premiers appareils ravitailleurs pour tous les avions de l'US Air Force et pour tous ceux des autres armées de l'air alliées. La puissance de leurs nouveaux réacteurs double flux leur ont donné une poussée supplémentaire considérable. Pour décoller, il leur faut à charge égale 830 mètres de moins que les versions précédentes. Et leur charge maximale au décollage est passée à plus de 155 tonnes. Avec leur consommation réduite, ils sont capables de livrer 65% de carburant en plus à 2400 km de distance et 150% à 4000 km.
À l'heure actuelle, les cellules de C-135 n'ont épuisé que le tiers des 30 000 heures de leur potentiel de vol. Cet avion sera certainement utilisé bien plus longtemps que prévu, probablement jusqu'en 2020. Le Dash 80 a été mis à la retraite en 1962. Boeing l'a donné au National Air and Space Museum, mais faute de place, il a croupi 18 ans dans le désert d'Arizona. Cet appareil n'a pas été simplement le premier avion de transport à réaction. Il a aussi été un cobaye exceptionnel. Il a permis de développer de nouveaux appareils et d'essayer de nouveaux moteurs. Le Dash 80 a été tiré de son sommeil en 1990. On l'a remis en état pour un dernier voyage. Chacun de ces rivets a été vérifié et revérifié. Ces vieux moteurs Pratt & Whitney remis en état. Finalement, le Dash 80 pourra retourner là où il était né, à Seattle. Il y sera complètement révisé avant d'être exposé dans le musée Boeing. Il y avait à ses commandes Paul Bennett et Jerry White. Pour accomplir ce dernier vol, il aura fallu 15 techniciens et 1000 heures de travail. L'avion qui a procédé au plus grand nombre d'essais jamais réalisés par un seul appareil avait à ses commandes des hommes qui n'étaient encore que des enfants au moment de son premier vol en 1954. Les essais réalisés au cours de ces 2000 vols sont un résumé de l'histoire de l'aviation en réaction. En route pour Seattle, le Dash 80 s'est arrêté à Moses Lake dans l'État de Washington et embarqué là des admirateurs qui tenaient à participer à son retour triomphal. Premier à descendre, Tex Johnson, celui qui était à ses commandes pour son premier vol 35 ans auparavant. Il ne restait plus qu'à lui rendre son apparence d'origine. L'ancienne couche de peinture a été décapée avec une nouvelle technique qui utilise le froid à la place des produits chimiques polluants. C'était la première fois que cette méthode était utilisée et la dernière fois que le Dash servait de cobaye. Sa décoration d'origine a été fidèlement reproduite. Il est normal qu'un avion aussi important que le Dash 80 soit préservé. Il serait juste de ne jamais l'oublier et de ne jamais sous-estimer sa contribution à l'histoire de l'aviation. Pour le Smithsonian Institute, c'est un des avions les plus importants jamais réalisés. Avant sa mise à la retraite définitive, il a effectué un dernier vol. Quand Boeing a entrepris les premières études qui vont aboutir au 707, ce constructeur ne représentait pas grand-chose dans l'aviation civile. Aujourd'hui, c'est le premier sur un marché qui a été bouleversé par une décision historique de son conseil d'administration, un beau jour de 1952. Le 707 a ouvert le transport aérien à une clientèle de masse. Ces versions militaires sont finalement moins importantes que le développement civil qui l'a permis. Quand le Dash 80 a décollé pour la première fois, la taille du monde s'est retrouvée instantanément diminuée. Le 707 n'est plus tout jeune, mais il vole toujours.
Il volera probablement encore au XXIe siècle. Il servira d'avion cargo ou d'appareil spécialisé aussi longtemps que le permettra sa robuste cellule.